Bienvenue dans cette vidéo qui traite l'un des points les plus ardus du programme cette année, donc bon courage. Surtout ne baissez pas les bras et armez-vous d'un stylo ou d'un crayon à papier et d'une feuille de papier pour prendre en note les graphiques qui vont suivre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une synthèse de cours, il ne s'agit donc que de réviser ce que nous avons vu en cours. L'objectif de cette synthèse, il est d'abord de comprendre comment un producteur, c'est-à-dire un offreur sur un marché, maximise son profit, en d'autres termes, porte le profit à son maximum. La seconde question que nous examinerons est celle du lien entre cette maximisation et la courbe d'offre. Nous raisonnerons ici dans le cadre très spécifique, mais que vous connaissez, dans ce cadre très spécifique de la concurrence pure et parfaite, et nous nous contenterons de résolutions graphiques très simplifiées. J'attire votre attention, et je requiers d'ailleurs votre indulgence, sur le fait que cette synthèse n'explicite malheureusement ni tous les termes, ni tous les concepts, ni tous les mécanismes qui seront mobilisés. La maximisation du profit du producteur est en microéconomie une affaire très sérieuse qui vous occupera plusieurs heures durant si vous étudiez l'économie à l'université. Et il est illusoire de prétendre à autre chose qu'un traitement superficiel de cette question au lycée dans le temps très réduit qui nous est imparti. Cette mise en garde effectuée, introduisons un exemple et le vocabulaire nécessaire à la compréhension du processus de maximisation du profit en concurrence pure et parfaite. Prenons le cas, c'est notre exemple donc, d'une boulangère qui ne fabrique qu'un seul pain vendu 2 euros. Si cette boulangère vend 1000 pains par jour, elle réalise un chiffre d'affaires quotidien de 2000 euros. Le chiffre d'affaires étant égal au nombre de ventes multiplié par le prix de vente. Ce chiffre d'affaires en économie, nous le nommons, en microéconomie, nous le nommons la recette totale notée RT. Pour fabriquer son pain, cette boulangère doit utiliser des fours, des pétrins, des matières premières comme l'eau, le sel, la farine et de la force de travail. Imaginons donc que la production de 1000 pains par jour lui coûte 1500 euros. 1500 euros étant le coût total de la production noté CT. Le profit quotidien de cette boulangère est ainsi le résultat de la soustraction du coût total à la recette totale et il est égal à 500 euros. Vous apprendrez un peu plus tard dans vos études que le profit dont nous parlons ici, il est en réalité qualifié de surprofit dans la théorie microéconomique. Je ne développe pas ce point, mais je le mentionne afin que celles et ceux qui travaillent avec leur dictionnaire ou avec la microéconomie en pratique ne soient pas décontenancés par cette définition du profit, qui est une définition, vous l'avez compris, en première approximation que nous donnons pour cette synthèse et ce traitement relativement superficiel de la question. Vous savez donc ce qu'est le coût total. Voyons maintenant ce que sont les coûts moyens et marginaux. Le coût moyen, noté CM majuscule, s'obtient tout simplement par la division du coût total par le nombre d'unités produites. Dans notre exemple, la boulangerie produit 1000 pains pour un coût de 1500 euros, un coût total de 1500 euros. Le coût moyen est donc de 1,5 euros. C'est le coût de production d'un pain en moyenne, autrement dit, un pain coûte en moyenne 1,5 euros à produire. Le coût marginal, lui, est noté C majuscule, M minuscule. Le coût marginal, il est le coût de la dernière unité produite. Il est la réponse à la question combien cela me coûtera en tant que patronne de boulangerie si je produis un pain supplémentaire. Quel est le coût de production du 1001e pain? Introduisons maintenant une hypothèse dans une représentation graphique qui figure en abscisse les quantités produites et en ordonnée à la fois le coût et le prix. Nous allons tout au long de cette synthèse faire le postulat que le coût marginal est d'abord décroissant, puis croissant, suivant cette représentation graphique. Je précise que nous sommes contraints de laisser ce point, c'est-à-dire l'allure de la courbe de coût marginal, inexpliquée, ce qui vous oblige malheureusement, j'en ai bien conscience, à apprendre des choses sans prendre le temps de les comprendre. Mais admettons donc que passé un certain niveau de production, chaque unité produite en supplément coûte un peu plus cher que la précédente,
que passé un certain nombre de pains produits, pour reprendre notre exemple, chaque pain supplémentaire coûte un peu plus cher. La courbe de coût marginal, elle coupe toujours la courbe de coût moyen en son minimum. Pour le comprendre, imaginez que le coût marginal soit une note supplémentaire pour vous et le coût moyen, votre moyenne du trimestre. Tant que vous avez de nouvelles notes inférieures à votre moyenne trimestrielle, celle-ci baisse, c'est logique. Mais si cette moyenne du trimestre est de 13 et que vous obtenez enfin une bonne note, par exemple un 14, eh bien votre moyenne va remonter. Le coût marginal coupe donc toujours le coût moyen en son minimum. Revenons à la boulangerie et introduisons un dernier élément dans notre graphique de départ, le prix. Je rappelle que notre raisonnement se déploie dans un cadre particulier, celui de la concurrence pure et parfaite et de ses hypothèses, dont celle d'atomicité. Selon cette hypothèse, toutes les parties prenantes du marché sont price takers, preneuses de prix. Le prix s'impose à notre boulangère comme à ses clients, et ce prix noté P, il est fixe, et donc il est aussi la recette marginale, c'est-à-dire la recette de la dernière unité vendue, du dernier pain vendu, recette marginale notée R majuscule, M minuscule, et le prix, il est également, vous le comprenez, égal à la recette moyenne notée R majuscule, M majuscule. Notre question est donc la suivante, toujours. Dans un tel cadre, quelle est la quantité de pain que la boulangère doit produire pour porter à son plus haut, pour maximiser donc son profit? Nous pouvons procéder par élimination. D'ores et déjà, nous observons que le coût moyen est en deux phases supérieur au prix de vente, aux recettes marginales et moyennes. En aucun cas, notre boulangère ne peut se satisfaire de cette solution, car dans ces zones qu'on va nommer zones de perte, un pain coûte plus cher à produire qu'il ne rapporte. Ici, par exemple, il coûte environ 3 euros, alors qu'il en rapporte 2. Or, la boulangère est réputée être une agente maximisatrice. En d'autres termes, plus est toujours mieux pour elle, plus de profit est toujours mieux. Le cadre traditionnel de la microéconomie considère d'ailleurs que tous les agents sont de la même façon maximisateurs, c'est-à-dire qu'ils cherchent à minimiser les coûts et maximiser les gains. Un pain vendu 2 euros mais qui coûte 3 euros à produire, ce n'est tout simplement pas possible pour la boulangère. Nous éliminons donc ces deux zones de perte. Évidemment, une zone de gain, ici en bleu à l'écran, émerge, et cette zone de gain, elle regroupe tous les niveaux de production pour lesquels le prix de vente est supérieur au coût moyen. Je rappelle que nous cherchons la quantité à produire pour maximiser le profit du producteur. Combien la boulangère devrait-elle produire de pain pour maximiser son profit? La réponse qui pourrait vous venir spontanément pourrait être cette quantité Q qui égalise le coût moyen et le prix. Pourtant, serait-il rationnel pour notre boulangère de produire un pain supplémentaire qui lui coûte plus qu'il ne lui rapporte? Assurément non. La quantité qui maximise son profit n'est donc pas Q, mais Q étoile, la quantité qui égalise le coût marginal et le prix. Si elle produit une unité supplémentaire, celle-ci lui coûtera plus qu'elle ne lui rapporte, donc elle s'arrête bien à cette quantité Q étoile, et c'est bien là ce que vous devez retenir, c'est bien là l'essentiel. Dans le marché théorique en concurrence pure et parfaite, la maximisation du profit du producteur intervient pour la production d'une quantité Q étoile qui égalise le coût marginal et le prix. La détermination de cette quantité Q étoile va maintenant nous servir de point de départ pour comprendre comment la courbe d'offre est construite, c'est bien notre second objectif. Pour cela, redescendons d'abord au long de cette courbe de coût marginal, ici en orange, jusqu'à l'intersection avec le coût moyen. Je rappelle que cette intersection se réalise au minimum du coût moyen. Cette intersection, nous l'appellerons le seuil de rentabilité. Au-dessous de ce seuil, il n'est pas rentable pour notre boulangère de produire du pain. Pourquoi?
Ce point, et je le répète, hein, le minimum du coût moyen. Autrement dit, c'est la quantité de pain pour laquelle notre boulangère aura le coût moyen le plus faible qu'elle puisse obtenir quel que soit le niveau de production. Tout prix de vente inférieur à ce seuil occasionnera donc des pertes. Or, nous nous situons dans le cadre de la concurrence pure et parfaite et sous hypothèse de fluidité, de libre entrée, libre sortie. Si un prix de vente inférieur à son seuil de rentabilité est imposé à notre boulangère maximisatrice, elle sort immédiatement du marché du pain, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas. Ce seuil de rentabilité est donc, et j'espère que vous l'avez compris, le premier point de la courbe d'offre. Ensuite, la quantité maximisant le profit est celle qui égalise ces petits m, c'est-à-dire le coût marginal, et le prix. Pour un prix quelconque P1, la quantité offerte sera Q1. Pour un prix quelconque P2, la quantité offerte sera Q2. Pour un prix quelconque P3, la quantité offerte sera Q3, etc. La courbe d'offre, et j'espère là aussi que vous l'avez deviné par vous-même, est donc la partie de la courbe de coût marginal située au-dessus de la courbe de coût moyen. À l'issue de cette synthèse, vous devez être capable désormais de définir les notions de coût total, coût moyen, coût marginal, prix de vente, recette totale, recette moyenne, recette marginale, mais aussi les notions de seuil de rentabilité, de profit et de maximisation du profit. Par ailleurs, vous devez être en mesure de représenter graphiquement la maximisation du producteur et savoir expliquer pourquoi la quantité qui maximise ce profit est celle qui égalise le coût marginal et le prix. Et puis enfin, vous devez savoir déduire de ce graphique de la maximisation du producteur, déduire de ce graphique la courbe d'offre.